Merci beaucoup, hein, et à mon technicien, mon diffuseur, qui me fait rire ce matin. De toutes les façons, mesdames et messieurs, merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre de votre programme Espace Miné, 10h, 11h52. Nous sommes vendredi, nous serons essentiellement relax ce matin. Nous sommes justement le 19 décembre. Non, nous sommes quelle date là? Le 20 décembre. Le 20. Le 20 janvier. Le 20 janvier. Non, c'est le 19 janvier. Nous sommes le 19 janvier. Hein. Le 19 janvier 2024. Ce soir, les Lions indomptables affronteront la sélection sénégalaise. De toutes les façons, un match de fauve. Les Lions indomptables du Cameroun contre les Lions de la Teranga. Qui sera plus fort? Match comptant pour le deuxième match de la Coupe d'Afrique des Nations. Dans son édition, la 34e, nous en parlerons tout à l'heure pour essayer de décortiquer les chances des Lions indomptables, pour essayer de comprendre la sortie de Rigaud. Hier, c'était en conférence de presse d'avant-match. Mais avant tout cela, on aura déjà marqué un arrêt comme cela se doit au niveau de nos kiosques. Question d'avoir la quintessence de l'information parue de ce côté. Bernardo nous aura déjà également livré la dénonciation du jour. En guise d'analyse ce matin, on marquera un arrêt pour essayer de comprendre comment devenir un grand homme. Comment devenir un grand homme? C'est quoi d'abord un grand homme? Y a-t-il encore des grands hommes au niveau du continent noir? Et si vous en avez convenance, on marquera aussi un arrêt significatif pour parler d'un grand maître. Il s'agit du professeur Mathias Eric Owonangini. On essaiera d'expliquer ou alors de nous poser la question de savoir pourquoi Mathias Eric Owonangini semble jeter à la vindicte populaire depuis hier, lorsqu'il y a eu des nominations du côté du conseil du côté du conseil constitutionnel. Parce que vous êtes en direct sur le canal 317, vous êtes justement à pic sur Info TV. Merci de continuer de nous faire confiance. On accueille ceux de nos invités qui répondent déjà présents pour ce vendredi. Et je commence par le président du Front des Révolutionnaires. Il s'agit de Aimé Cyprien Olinga. Bonjour Aimé Cyprien. Bonjour Parfait Haïti, bonjour à mes copanélistes et un bonjour très particulier à vos millions de téléspectateurs. Je salue également de manière spéciale et patriotique tous les révolutionnaires, tous les militants et sympathisants, ô combien nombreux du Front démocratique révolutionnaire, le FDR, qui sont déjà scotchés sur votre canal. Le Front démocratique révolutionnaire qui est donc le parti d'Aimé Cyprien Olinga. Merci d'être là ce matin en face de vous. On accueille Bernardo Basson, le sucre national. Bernardo, bonjour. Bonjour, Parfait ici. Comment tu vas? Je vais très bien ce matin. Tu m'as l'air de quelqu'un qui a un peu froid. Non, j'ai passé une nuit difficile. Bon. Une nuit difficile ou enlevée? Une nuit difficile. Qu'est-ce qui était difficile dans cette nuit? Ça ne vous concerne pas. Et pourquoi tu en parles? Parce que vous m'avez demandé comment est-ce que je vais, je vous réponds. Mais en fait, pour faire simple, j'avais un peu mal à la dent. Oh là là. J'avais mal à la dent, ça m'a un peu dérangé dans la nuit. On m'a souvent dit, hein, pour ceux qui ont mal aux dents, que ça fait atrocement mal. Je peux vous garantir que ça fait atrocement mal. Oh là là. Mais bon, ça va se répéter. Tout à l'heure, après l'émission, j'irai où il faut pour me faire traiter celle-là. Vous allez poser quelques écorces sur la dent, puisque vous êtes un écorciste. Je ne répondrai pas. Mais parfait, si je voudrais dire quelque chose aux Camerounais ce matin. Oui. C'est un coup de gueule? Légèrement. Ce soir, le Cameroun joue contre le Sénégal, vous l'avez annoncé. Tout à fait. On sait qu'on a très peu de chances de gagner le Sénégal. Mais, comme on dit chez nous, le ballon est rond. Donc, on peut gagner, ça peut arriver. Que chacun qui sait qu'il mettra les organes dans le match sorte de chez lui, reste chez lui avec son kit. C'est-à-dire la ventoline, le paracétamol, l'esparadrap et autres. Je ne veux pas être appelé à faire le bouche à bouche aux gens. Parce qu'ils vont suffoquer du fait de la rencontre. Ah Donc bon? là, je vous demande, je connais mes talents dans le bouche à bouche. Vous savez, quand ça concerne les femmes, je sais que je peux sauver des vies. Je demande aux Camerounais de tout faire pour se protéger, pour qu'on n'ait pas à m'appeler, pour que j'aide les gens dans le bouche à bouche. Donc voilà mon coup de gueule ce matin.
Merci beaucoup. Hein. De toutes les façons, il faudra s'armer de beaucoup de courage et d'un kit médical assez approprié parce que le cœur battra plus fort. Très bien. Donc, je reprécise, ne m'appelez pas pour... Le bouche à bouche. Très bien. Mais donc, si c'est une fille, ça peut aller. C'est pas vous qui dites. Bernardo Basson, aujourd'hui c'est la journée internationale au mondial de quoi? Du popcorn. Incroyable. Même le popcorn a toute une journée. C'est vous qui avez demandé à votre consultant ici que je les étale juste. Vraiment. Je vous ai dit qu'il fallait qu'on ait aussi une journée mondiale des démineurs. Tout à fait. Moi, il y a même les popcorn qui ont toute une journée. Par exemple, qui est une journée montant le cadre international, c'est une journée morte. On peut la consacrer journée mondiale des démineurs. Je pense que ce sera cela. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est la journée mondiale du popcorn. Vous avez ce maïs-là, traité de façon particulière, qui, dans la marmite, est accompagné du sucre, fait pop. Les enfants adorent bien, hein? Même certains adultes. Pas que les enfants, j'en fais partie. Ah bon? D'ailleurs, oui. Les popcorn, moi je n'aime pas. Moi j'aime bien le maïs d'abord. J'aime beaucoup de maïs et beaucoup d'arachide. Quand je mange cette affaire, j'aime le coq, j'aime le ndolé. J'ai l'impression que ça... Et tout ce qui a le maïs, j'aime. Ça me fait travailler mes dents pour rien. Inutilement. Tu ne vois même pas. Tu es là en train de brouter des choses comme une chèvre et tout ça. Merci Bernardo Basson. À côté de vous, nous allons accueillir notre consultant, le consultant de tout temps, mais alors de tous les temps, le dit fils de Boumniebel, Pierre Blérugnamek, bonjour. Bonjour, parfait ici, bonjour à vos millions de téléspectateurs, bonjour à votre panel. Heureux d'être parmi vous ce matin. Pierre Blérugnamek, ce jour, nous prenons la sagesse matinale. Tout prédateur est une proie probable. On peut reprendre? Tout prédateur est une proie probable. Tout prédateur est une proie probable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelquefois vous croyez être dans le rôle de celui qui va créer des victimes, mais il se peut que vous deveniez la victime. Vous envoyez un message à quelqu'un? Non. Ah, d'accord. C'est juste une sagesse. Vous m'avez souvent demandé les sagesses. Tout prédateur est une proie probable. Vous n'avez pas vu ça souvent? Le président Olinga dit que c'est vrai. Oui, mais observez, moi j'observe simplement que des gens qui s'en vont avec assurance de faire du mal, de torturer, quelquefois se retrouvent dans de mauvaises situations en train d'être torturés. Vous avez déjà vu l'image d'un bandit qui vous menaçait et qui, quelque temps après, est désarmé? Il commence à vous réciter les versets bibliques. Dieu a dit, qui parle de pardon. Je vous promets, si quelqu'un, bon, peut-être, je ne sais pas s'il y a Eneo à Mimbobanti, si c'est éclairé là-bas, mais si Kouedji regarde l'émission, il va comprendre. Si quelqu'un ne nous connaît pas, il va penser que ma dénonciation de ce jour est calquée sur sa sagesse. Ah bon? Parce qu'en fait, c'est un prédateur qui est devenu une proie. Qui est devenu une victime. La peur a changé des profils. Il faut éviter de se comporter en prédateur. Merci beaucoup. Hein. D'ailleurs, il y a quelques exemples. Hein. C'est pour ça que moi, je trouve cette sagesse très pertinente parce qu'elle est d'actualité. Elle est même... je dirais quelque chose que nous vivons au quotidien. Vous savez, on a vu à un moment donné l'ancien président du Burkina qui a passé son temps à torturer les gens, à tuer, il a même assassiné Thomas Sankara, mais à un moment donné, on a vu comment il a fui le Burkina comme un vulgaire scélérat. Donc, on a vu M. Ben Ali en son temps qui faisait la pluie et le beau temps du côté de la Tunisie. Il a fallu que le peuple se lève pour que Ben Ali fuit par la petite porte. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, les prédateurs, lorsque le peuple prend conscience, pour ce qui est des politiques, lorsque le peuple prend conscience de son pouvoir, le prédateur n'a que ses jambes à son cou. Très bien. Parce que s'il ne le fait pas... qu'il ait des jambes. Voilà, il faudrait encore qu'il ait des jambes pour courir. Parce que très souvent, ils sont rattrapés quelques-uns et passent justement du côté des victimes. Mais vous avez vu un prédateur dire récemment dans une télévision, make noise, make noise. Voilà, ils sont nombreux, je vous assure, les exemples sont légion. Merci, on les voit, merci beaucoup. Hein. De toutes les façons, pour vous qui êtes des prédateurs aujourd'hui, c'est parfois facile de passer de prédateur
à proie. Faisons tout simplement attention. Être encore attendu sur ce plateau de débat, Antoine Awana, il est analyste politique et géostratège. À tout de suite pour la suite. Patrick Bala, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour aux nombreux téléspectateurs que je retrouve avec beaucoup de bonheur ce matin. Je constate que le plateau est de tout vert vêtu, hein, mais pour 2 personnes uniquement. C'est un peu du rouge. Bon, moi je m'intéresse uniquement au vert ce matin. Et moi je m'intéresse à votre habillement ce matin, et qui me rappelle Ni John Frondi, le chairman, au début des années 90, lors des années de Braise. Vous savez, j'ai pensé justement à lui ce matin. Ah bon? C'est vrai que je n'avais pas cette tenue en tête, mais... Le terrible garçon d'un Tarikon. Oh oui, en pensant à lui. Et puis j'avais une copine à l'époque qui venait justement de la région du Nord-Ouest. Et elle m'a passé un coup de fil très tôt ce matin aux encablés de 5h30. Votre femme a suivi? Non, Ah, pour d'accord. l'instant, elle n'est pas à Yaoundé, elle est à Douala. Et vous faites des cache-cache? Pas du tout. Elle suit souvent l'émission? Pour l'instant, elle est au travail. Ah d'accord. Ouais. Le voisin lui dira. Parfait, ici, il faut demander à Bala d'éviter le pèlerinage sexuel. Ah bon? Et il faut arrêter le pèlerinage sexuel. De toutes les façons, Patrick Bala, habillé là comme les fans du côté du nord-ouest et du Cameroun, nous donnera la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Patrick, que disent les journaux? Eh bien, parfait. Ici, les journaux vont nous conduire ce matin du côté de la météo. Vous savez que nous sommes vendredi, c'est un tri-hebdo d'informations, d'enquêtes et surtout d'analyses. Eh bien, la météo parle ce jour de la transformation structurelle de l'économie et Madeleine Tchouente appelle donc les chercheurs à plus de créativité. C'est d'ailleurs l'une des prescriptions du ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation à son personnel. C'était hier ici à Yaoundé lors de la cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An en cette année 2024. Information que vous retrouverez en kiosque à la page 3. Info Matin parle ce jour de ce témoignage, l'hommage du professeur Soso rendu au professeur Mono Ndjana qui a entamé, vous le savez, son dernier voyage. Eh bien, l'enseignant émérite de philosophie qui a entamé ce voyage ce 18 janvier. Eh bien, le recteur de l'université de Yaoundé 1 a rendu donc un vibrant hommage au penseur et écrivain camerounais décédé le 16 novembre 2023. Ici, à Yaoundé, information à retrouver ce matin en page 3 du journal Info Matin. Un trône pour 2 rois, c'est donc la grande interrogation du journal Le Messager de Fopius Ndiaoui concernant la chefferie supérieure Fotecha. Eh bien, malgré l'interdiction préfectorale, les contestataires du premier chef désigné, déterminés donc à organiser les cérémonies de sortie du la cam de Sa Majesté Paul II, Daniel Atonfak, information à retrouver en page 7 ce matin. Vous avez également le match Cameroun-Sénégal en page 10, notamment au bas de la page du journal Le Messager. Tolérance zéro pour Rigobert Somba. Anat nous fait donc savoir Le Messager ce matin. On a également hommage au professeur Joseph Ouna avec à travers le journal Le Jour, le quotidien bleu ce matin. Mais la grande une du quotidien bleu s'intéresse à cette température assez chaude et les moustiques qui prennent donc d'assaut les domiciles. Les explications d'un chercheur entomologiste médical à l'organisation de coordination pour la lutte contre les endémies en Afrique centrale est allié en page 3 de ce journal. Eh bien, pour le journal Le Jour, concernant la Coupe d'Afrique des Nations du côté de la Côte d'Ivoire, on annonce d'ores et déjà un match décisif entre les Lions indomptables et ceux de la Teranga. Affaire Martinez-Zogo s'intéresse mutation ce matin. L'écho du rouleau compresseur, c'est la grande une qui revient sur ses collaborateurs de l'ex-directeur général de la direction générale de la recherche extérieure qui sont en ce moment cuisinés au CED depuis donc quelques jours dans un scénario qui s'apparente à l'ouverture d'un nouveau front contre
Léopold Maxime Eco Information à retrouver ce matin en page 5. Eh bien, avec le journal Mutation, on demande aux Lions indomptables de se réveiller pour le compte de la deuxième journée phase de poule de la Coupe d'Afrique des Nations, 34e édition du genre. Et justement, parlant de cette Coupe d'Afrique des Nations, on en parle en grande une avec la nouvelle expression les Lions indomptables sur une corde raide. Pourtant, selon la nouvelle expression, le président de la Fédération camerounaise de football croit en la capacité des poulains de Rigobert Samba de montrer aujourd'hui un visage lors du match crucial contre le Sénégal, champion d'Afrique en titre. Information à retrouver en page 6 de ce journal. Cameroun Tribune, le quotidien capitaux public, ne déroge pas à la règle et parle donc de ce duel des Lions. Après donc cette confrontation qui est prévue ce vendredi du côté de Yamoussoukro, deux affiches d'ailleurs très attendues du premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations pour des Lions indomptables tenus, vous le savez, en échec lors de la première sortie lundi dernier. Eh bien, ceux-ci doivent très clairement se ressaisir face à un adversaire un peu plus sérieux dans ce groupe C pour envisager une quelconque qualification pour le second tour. Information à retrouver de la page 27 à la page à partir de la page 27. On parle donc de ce choc des Lions avec le journal L'Intégration qui revient sur cette confrontation prévue ce jour à 18h. Le mauvais cirque également des éléphants du côté d'Abidjan pour faire référence à cette rencontre perdue face aux Super Eagles. Et puis, un éclair de génie avec un éclair au bal des nuls pour la Guinée équatoriale de Zalan National qui s'est imposé face à la Guinée-Conakry, le Sili national. On parle également de cette Coupe d'Afrique des Nations avec l'activateur qui titre « Vaincre ou mourir ». Eh bien, selon ce journal, les cœurs battent la chamade au Cameroun sur cette rencontre assez déterminante qui oppose deux rois de la forêt. Favoris à la victoire en finale dans ce tournoi. Allez les Lions, c'est donc le journal L'Activateur qui nous le fait savoir ce matin. Avec Camer Presse, on s'intéresse aux hydrocarbures. Et selon le journal Total vend 2000 stations-service, ceci après la cession à un Canadien en début du mois du côté de l'Europe de ses filiales africaines. Eh bien, les filiales africaines ne se cachent plus, ils ne cachent plus leur intérêt d'ordre social. Total Énergie dispose de 4000 stations-service dans une quarantaine de pays africains, dont 190 au Cameroun. Les raisons d'une vente pour comprendre les incidences sont à lire dans ce journal, notamment à la page 6. L'œil du Sahel parle ce matin des enseignants, ceux du secondaire. C'est d'ailleurs avec ce journal qu'on referme cette revue de presse. Eh bien, selon l'œil du Sahel, 2326 enseignants ont été suspendus de leurs différents salaires. C'est une information que vous retrouverez en page 3 ce matin. C'est avec l'œil du Sahel qu'on met donc un terme à cette revue de presse acte 2. C'était d'ailleurs la dernière revue de presse sur Info Télévision pour le compte bien sûr de cette semaine. Et vous le savez, on ne cessera jamais de le dire assez. Le meilleur, c'est toujours pour ce programme assez prestigieux. Merci Patrick Bala pour toutes ces informations parues en kiosque au Cameroun. Le fait saillant de l'actualité qui retiendra notre attention aux 19h et aux 20h ce soir, ici, on parlera de quoi ? Eh bien, parfait, ici, certainement, vous l'avez deviné, on parlera de cette Coupe d'Afrique des Nations et ce match qui va opposer le Sénégal au Cameroun pour le compte de la deuxième journée. Vous savez que, généralement, en match officiel, le Cameroun s'est facilement débarrassé du Sénégal. 3 victoires déjà sur 4, notamment lors de la CAN 92, lors de la CAN 2000. C'était d'ailleurs le 4e sacre continental pour les Lions indomptables. Et récemment, en 2017, c'était du côté du Gabon. Voilà, c'était au tir au but. Et on avait déjà quand même quelques joueurs qui participeront une fois de plus à cette rencontre.
Il dans faut le dire que le processus. Cameroun, et vous venez donner des statistiques, hein, a toujours eu raison sur le Sénégal, Oui. de manière générale. Oui. Donc il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Non. Le Sénégal va être tabassé ce soir, Ça ne calmement. souffre de rien. Voilà. D'autant plus que Rigobert Song nous a rassuré de ce que il va aligner son 11 type. C'est vrai qu'il nous avait déjà dit Moi, c'est avant. que Rigo, c'est un blagueur. Hein. Vous savez pourquoi? Non. J'ai suivi de bout en bout la conférence d'avant-match hier. Et la question de journaliste concernant son dernier classement, les positionnements des joueurs et tout ce qui va avec, Rigo est terrible. Rigo nous dit que pour le match de ce soir, chaque joueur jouera à sa place et à son poste. Donc il est conscient que, Il est conscient que lors de la dernière fois, on s'est passé, il avait pris un peu de chai pimenté parce qu'il a mis, il a mis des joueurs qui... Rigo, c'est un blagueur. Et il nous a également fait comprendre que là, on aura le vrai 11 entrant. Mais avant le match contre la Guinée, nous avait déjà fait comprendre qu'on devait avoir le vrai 11 entrant. Donc, je ne sais pas s'il a 2 vrais 11 entrants. Donc, de toutes les façons, on va attendre ce jour. Il dit que pour le match de demain, dans celui d'aujourd'hui, chaque joueur jouera son poste. Voilà ce que le coach dit. Donc, lui-même avoue que l'autre derrière moi, Les joueurs n'ont pas joué. les joueurs ne jouent pas à leur poste. Vous pouvez en rire. C'est ma tribu qui se trouve ainsi méprisée. Ah bon? Oui, parce que, voyez, c'est bon qu'on me dit. Voyez alors, quand quelqu'un a décidé d'insulter toute une tribu respectable, parce que lui, il a son ego surdimensionné, il a dit qu'il allait nous montrer que les Bassas ne sont rien. Aujourd'hui, les Bassas sont l'objet de toutes ces railleries, et à juste titre. Vous soulignez quelques phrases. Mais Rigobert a dit qu'il n'y a pas d'équipe type, que ça n'existe pas. Incroyable. Quand on lui disait ce que c'est que l'équipe type. Donc vous voyez, est-ce que il fallait vraiment nous faire ça? Si tu détestes les Bassas, voilà donc vous-même, vous êtes l'objet de pro. Est-ce que ça vous plaît quand on fait comme ça? Monsieur, mais est-ce que c'est pas Justement, le foot, c'est il a un jeu, annoncé quand même un 11 type. Non, même s'il y a l'enjeu, le foot c'est un jeu. Non, le foot, voilà, à ce niveau n'est pas un jeu. Et Patrick Bala sont en train de rire. Non, ils sont en train de rire parce que nous sommes ridicules. Ils ne sont pas en train de rire parce que ça amuse. Nous sommes ridicules. Voilà, on nous a mis devant une situation où quelqu'un... Bon, il n'a pas fait philosophie, maintenant il a les sagesses du jour et ceci. Mais tous les jours il sort un truc. Et là on se moque de mon peuple. Non, mais c'est... Merci beaucoup. Hein. De toutes les façons, c'est ce qu'il fallait dire concernant la revue de la presse. Oui. Mais je m'en voudrais, Patrick, si je ne vous demandais pas votre pronostic de ce soir. Cameroun-Sénégal. Vous savez, moi, je préfère attendre d'abord voir le classement de Rigobert. Ah, d'abord. Oui, parce que, vous savez, c'est à travers le classement de Rigobert Song qu'on saura si on peut gagner ou pas. Parce que Rigobert Song est capable justement de vous prendre Andro Nana et mettre en attaque ce soir. Donc, c'est à travers son classement qu'on sera fixé. Donc, si vous me demandez, comme le match est à 18h, le classement sort 1 heure avant. Donc, à partir de 17h15, je pourrais vous donner... Tu n'es pas sérieux, Bala. Non, il est sérieux. Moi, je me lâche 1-0 en faveur du Sénégal. En faveur du Sénégal. Oui. Mais vous êtes un anti-patriote. C'est vous qui voyez. Vous êtes un anti-patriote. C'est vous qui voyez. De toutes les façons, on en parle tout à l'heure. Hein. À tout de suite pour la suite. Belle ambiance pour un vendredi en attendant le match des Lions indomptables. Mais nous passons d'abord la parole à Bernardo Basson pour la dénonciation de ce jour. Parfait, ici. J'ai déjà dit sur ce plateau que pour des besoins de sérieux, vous le savez, je ne présente jamais mes dénonciations avant. Vous le savez. Monsieur Yemek encore plus parce qu'on vient à l'émission pratiquement tous les jours, je ne lui en parle pas. Voilà pourquoi je lui disais que sa sagesse de ce matin est très affectée ou peut être très collée à ma dénonciation. Monsieur Ngono, il s'appelle Monsieur Ngono Joseph. Il m'a téléphoné, on a longuement discuté au téléphone et il a souhaité que je pose son cas sous forme de dénonciation. Il est issu d'un village très proche de Yaoundé. Il est cultivateur, il vit à Yaoundé, il va au village tous les week-ends pour ses champs. Donc il est commerçant de plantain, macabo, sa femme et lui font du commerce dans un grand marché de Yaoundé, mais cultive au village. Monsieur Ngono se plaint de ce que depuis un moment aujourd'hui, dans son champ, il y a beaucoup de vols. Ses frères du village lui volaient tout le temps du plantain, du macabo et autres. Il s'est dit, bon,
je ne vais pas en faire une affaire d'État, je vais aller voir le chef du village pour lui poser le problème. Il est allé voir le chef lui a dit, ok, tout le monde sait ici que toi tu vends en ville, c'est pas normal qu'on te fasse ça. Je vais appeler les chefs de famille et je vais leur poser le problème pour leur demander de parler aux leurs pour que cela n'arrive plus. Monsieur Ngono a dit au chef, merci Sa Majesté, il est rentré sur Yaoundé. Chose promise, chose due, le chef a effectivement appelé tous les chefs de famille pour leur poser le problème et les chefs de famille lui ont dit, ok Sa Majesté, on ira répercuter vos instructions auprès de nos familles. Sauf que le vol ne s'est pas arrêté. Ils ont continué à voler. Monsieur Ngono est revenu dire au chef, voilà encore, viens dans mon champ, regarde, on a cassé ici et on ne prend pas un ou deux régimes, on en prend pratiquement un camp. Ça veut dire que là, on veut me détruire mon business. Moi, j'irai chercher un remède quelque part, je vais mettre dans mon champ. Mais je veux t'informer avant que si jamais quelqu'un attrape quelque chose ici dans mon champ, qu'il ne se plaigne pas. Parce que je suis venu te voir, tu as parlé et personne n'a voulu écouter. Le chef lui a dit, je ne peux pas t'encourager à féticher le champ. Pour moi, en tant que chef, c'est pas de bonne guerre. Mais si tu estimes que tu es offensé, que tu peux faire cela pour te protéger, vas-y. Il est donc allé quelque part et on lui a donné des choses qu'il est venu, il a mis dans son champ. Et donc, 2 jours plus tard, des gens allaient de ce côté-là. Certainement, ils sont rentrés dans son champ et 2 jeunes hommes sont ressortis avec des conséquences. L'un a le pied qui ne cesse d'enfler et l'autre, qui a environ 24 ans, est devenu fou. Et donc, les mamans et les papas du village ont introduit une action en justice contre M. Ngono pour pratique de sorcellerie. Ils me demandent donc, ok, vous en parlez souvent à la télé. Je dénonce d'abord le fait que dans mon village, les gens volent et que je menace, même jusque-là, on n'écoute pas. Maintenant, est-ce qu'on devrait me poursuivre alors que je n'ai fait que protéger mon champ? Donc, il a demandé que ce matin, j'en parle sous forme de dénonciation. Donc, c'est justement des gens qui étaient prédateurs au départ qui sont devenus des victimes à l'arrivée. C'est vrai que c'est un problème très sérieux, hein? Un problème qui fait intervenir plusieurs aspects de la vie, plusieurs aspects du droit, plusieurs aspects de la société, la psychologie, la civilisation et tout ce qui va avec. Bon, comme il y a des sages sur ce plateau, je vais donc d'abord commencer par le premier, M. Cyprien Olinga. Vous avez suivi la dénonciation de bout en bout. Le monsieur a pensé qu'il fallait protéger son champ par tous les moyens. Il a choisi les moyens bizarres. Et les résultats sont là. Votre regard? Je voudrais d'abord vraiment regretter que notre compatriote ait été contraint, parce que j'estime qu'il a été contraint de faire recours à l'ultime solution. Parce que j'ai beaucoup de peine à imaginer qu'un citoyen camerounais, un jeune Camerounais, soit devenu fou parce qu'il est allé voler quelques macabots ou bien quelques régimes de plantains dans un champ. Ça me fait mal. J'ai ensuite beaucoup de mal à imaginer que pour peu qu'un individu soit allé chercher, peut-être qu'il voulait manger quelque chose dans un champ, qu'il se retrouve avec un pied qui ne cesse d'enfler. Mais je dois dire à nos compatriotes que, parce que je peux aussi imaginer que c'est des villageois, qui vivent aussi au village. Oui. Au lieu d'aller voler dans le champ de M. Ngono aussi, je pense, ces citoyens nous auraient épargné justement de ce sentiment de déception par rapport à leur situation en cultivant leur propre champ. Parce qu'il n'est pas bon d'être paresseux et d'aller se ravitailler chez le voisin. Quand vous êtes paresseux, quand vous ne voulez pas travailler, vous êtes au village, vous avez tous des lopins de terre, il est mieux de cultiver son propre champ que d'aller de temps en temps ou alors régulièrement piocher dans le champ du voisin. C'est pas bon. Il faut dénoncer le vol parce que ce n'est pas bon. C'est des actes répréhensibles, c'est des actes même à la limite illégaux. Maintenant, notre société, nous sommes en Afrique, nous sommes des Bantous et il y a toujours des répercussions dans ce genre de situation. Je regrette vraiment que M. Ngono soit allé à l'ultime solution. Alors, pour l'instant, quand même, on dit qu'on a porté plainte contre M. Ngono. Je présume les parents de ce monsieur, de voleur.
Moi, je pense que les parents... On accuse M. Ngono de pratique de sorcellerie. Alors, sur le plan du droit, est-ce qu'une telle plainte peut prospérer? Bon, je ne suis pas un spécialiste du droit, mais j'estime quand même qu'une telle plainte peut prospérer dans la mesure où nul ne peut se rendre justice. Si, évidemment, si M. Ngono... M. Ngono devait se rendre justice comment? Il est allé voir le chef. Le chef a parlé au village. On a dit que le chef était un fou. Les gens ont continué à aller voler. M. Ngono devait faire quoi? Non, on devait... Peut-être que M. Ngono aurait dû procéder autrement. Et il aurait dû rechercher... Est-ce que M. Ngono devait aller auprès d'une brigade ou d'un commissariat? Et maintenant, les policiers devaient commencer à venir monter la garde dans son champ tous les soirs. Je veux savoir, c'est comme M. Ngono devait faire. Il pouvait toujours mettre quelqu'un là pour monter la garde, naturellement. Ah bon? Oui, il pouvait choisir. Et qui doit payer cette personne? Ben, écoutez, quand vous voulez protéger votre bien, n'est-ce pas, vous prenez toutes les dispositions. Et il a jamais pris ces dispositions-là? Non, mais en allant chercher des trucs chez Alain Mimbu. Oui. Et non, ça, c'est pas la bonne méthode. Je pense qu'il aurait pu chercher, il y a des gars qui sont là, des gardiens qui sont... Il faut leur donner de l'argent. Et puis, ils viennent là, et puis, même si c'est pour une semaine, ils allaient attraper le voleur en une semaine, et puis, ils auraient traîné ce voleur-là, justement, en justice, je crois. Donc, je dois dire quand même que la plainte peut prospérer pour pratique de sorcellerie dans la mesure où M. Ngono s'est rendu justice en allant lui-même chez Alain Mimbu pour envoûter, je suppose. Hein, merci beaucoup. Les voleurs. J'ai dit que c'était une dénonciation qui avait plusieurs volets à pouvoir analyser. Les experts en droit, nous en parlerons tout à l'heure. C'est vrai que Bernardo est là, il nous collera aussi un mot. Parce que pour moi, c'est une grande préoccupation. Sur le plan du droit, est-ce que M. Ngono peut être condamné? On essaiera de comprendre. Mais en attendant, je passe d'abord la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot, lorsque tu travailles, c'est pour, à un moment donné, récolter le fruit de ton dur labeur. Mais vous travaillez, les autres viennent plutôt récolter. C'est quand même frustrant. Oui, mais M. Ngono peut être condamné sur le plan du droit, déjà parce que lui-même a prévenu qu'il ferait cela, et que jusqu'aujourd'hui, à ce qu'il semble, il avoue être l'auteur. Mais il aurait pu ne rien dire que établir la causalité serait difficile. Ça, c'est d'une part. Il a encore tout... Moi, je crois que si on peut sauver ces gens-là, qu'ils servent déjà d'exemple, je ne demande pas à M. Ngono d'enlever ce qu'il a mis dans son champ. Ah bon? Non, non, non. Chaque culture, ce n'est pas parce que nous avons perdu nos valeurs, chaque culture a ses mécanismes de coercition. C'est comme... En Afrique, ça se faisait comme ça. Donc, M. Olingala dit, vous n'êtes pas jeune là-bas au village pour aller voler dans les champs des gens. C'est pas ça votre rôle. Je parle parce que j'en suis une victime, vous savez aussi. Ah bon? Oui, oui. Oh là là. Moi, je n'ai pas encore pris la décision de M. Ngono. Parce que vous n'êtes pas loin de là? Je suis dans le village des gens, mais je vous assure que les gens me font voir les vêtements et les pas mieux. Ils savent même que je suis dangereux. Ils s'en foutent. Ils disent qu'ils veulent d'abord voir. Tu peux pas, non, ils disent que tu ne peux pas venir tuer nos enfants ici. Ah bon? Je vous prends simplement un exemple. Il y a un jeune gars qui devait me faire du charbon. Nous avons investi 600 000 dans des foyers, des fours de charbon. Il a fait brûler le charbon jusqu'à la centre. Nous nous attendions à près d'1 million quelque chose et tout ça est allé en fumée. Oh là là. Mais il ne l'a pas fait volontairement? Il l'a fait volontairement. C'est-à-dire il a allumé les fours et il a refusé d'éteindre. Mais attends, c'était ton employé? Oui. Et pourquoi il le fait? Il me dit que ça l'a énervé parce qu'il m'avait demandé une sorte d'entonnoir avec trou. Je lui ai envoyé une entonnoir sans trou et lui il a vu que c'est pas ça qu'il m'avait dit. Incroyable. Ouais. Je lui ai porté plainte au niveau de la brigade d'Hawaï. Ensuite, j'ai laissé la plainte. Il y en a beaucoup comme ça. Vous voyez? Et je vous assure, vous investissez beaucoup d'argent. Et les gens, quand M. Olinga s'amuse à dire, vous ne pouvez pas mettre des gardiens, c'est des gars qui volent même de nuit. Bien sûr. Donc, vous allez payer ces gars. Après avoir investi, par exemple, sur 5 hectares, vous avez dépensé à peu près 8 millions de francs. Il vous faut maintenant recruter des gardiens de jour et des gardiens de nuit pour votre récolte. Moi, je crois que ce produit-là ne demande pas autant d'argent. Le produit qui a handicapé ces deux-là. Oui, il faut que les gens aient peur de faire le mal.
Surtout les jeunes gens. Et vous verrez que c'est des jeunes gens capables de travailler. Donc, s'il y a moyen de les sauver, de les soigner, qu'on les soigne, mais qu'ils servent d'exemple pour que les autres jeunes du village n'aillent plus jamais dans le champ de M. Ngono. Mais je dis encore à M. Ngono de se préparer à devoir causer d'autres victimes. Parce que les familles qui sont allées lui porter plainte n'ont pas pensé à dire à leurs enfants de ne pas aller voler chez les gens. Dites à vos enfants que le bien d'autrui est sacré. On peut y trouver la mort. Vous êtes maintenant, vous vous rappelez que vous êtes des parents, que vous savez qu'on interdit les pratiques de sorcellerie. Si M. Ngono était lui-même sorcier et qu'il n'avait pas besoin d'un autre sorcier, vous l'auriez su comment? Donc, éduquez vos enfants, sinon, c'est des proies que vous jetez. Un enfant qui commence à aller prendre les biens d'autrui, les parents doivent déjà creuser sa tombe et commencer à attendre le jour de la mort. Il n'a même pas besoin d'un cercueil. Oui, mais c'est clair. Si vous laissez, vous savez que vos enfants vont voler les biens d'autrui, vous pouvez faire leur deuil. Merci Pierre Blériot-Niemek. Bernardo, dans nos villages, c'est devenu grave. Ils sont nombreux, parce que depuis un certain temps, au Cameroun, ils sont nombreux qui se sont lancés dans l'agriculture. Et ils ont vraiment estimé qu'ils devaient faire une agriculture un peu plus sérieuse. Voilà pourquoi vous verrez, comme nous disait tout à l'heure Blériot, il y en a qui investissent des millions. C'est-à-dire qu'ils prennent même des crédits dans des banques. Ils prennent 10 millions dans une banque. Il dit, je m'en vais à un endroit investir pour l'agriculture. Et il a fait un certain nombre de calculs avec des experts. Il dit, bon, on peut investir 10 millions. Au bout, par exemple, d'un an, vous aurez peut-être 30 millions. Et le gars a fait ses programmations. Il doit rembourser cet argent, par exemple, à la banque, ou bien je ne sais pas dans quelle tontine. Après avoir autant investi, il y a donc des gars au village, des plaisantins. Des plaisantins, comme dit Blériot, qui sont experts en kitoko et en odontol, qui pensent qu'ils doivent venir se ravitailler dans ton village. Et ils viennent même, comme vous le disiez, ils n'abattent même pas, je sais pas, un régime de plantain. Tu arrives un beau matin, on a pris par exemple 40 régimes de plantain. Ouais. Est-ce que c'est vraiment pour aller manger 40 régimes de plantain? Tu comprends qu'ils viennent se servir dans ton champ pour aller vendre. Et c'est parce que vous sortez par là que je vais humblement dire à M. Olinga que je ne peux pas être d'accord avec son point de vue lorsqu'il dit que les gens allaient juste prendre un ou deux macabos pour manger. Parce que M. Ngono vous précise même que s'il venait trouver qu'un régime ou deux venait à manquer dans son champ, il se serait dit, bon, on peut perdre... On n'observe même pas quand on a des hectares, on n'observe même pas quand 2 ou 3 régimes manquent. Il a 6 hectares, voilà. Plantain de Macabo. Donc il estime que ceux qui voulaient le faisaient en très grande quantité, ce qui n'a pas provoqué son Et c'est ça justement qui est scandaleux de ce point de vue. Ils ne sont pas pardonnables sur ce point de vue. Voilà. Si c'était juste pour manger un peu, encore que même pour manger, ils auraient dû cultiver eux-mêmes. Ou même demander. Mais pour manger même, quand vous êtes un agriculteur, vous faites des saraka au village, vous-même. Bon, parfait. Ici, sur le plan juridique, sur le plan pénal, M. Niemek l'a dit, l'aveu peut conduire à une présomption de culpabilité. Et l'article 251 du Code pénal camerounais prévoit la condamnation de 2 à 10 ans et d'une amende de 5 000 à 100 000 quiconque sera coupable de pratique de sorcellerie. La difficulté est simplement qu'en pratique, il est compliqué de constituer l'infraction pratique de sorcellerie. Mais quand il y a déjà un aveu, vous voyez qu'il y a un commencement de charge qui peut donc appeler la justice à déterminer qu'il y a eu pratique et donc condamner le mis en cause. Bon, maintenant c'est vrai, attendez, je reste avec toi. Hein. Oui, c'est vrai que nous ne sommes pas au tribunal, mais j'aimerais assister à ce genre de procès, voir peut-être un avocat qui va défendre M. Ngono. M. Ngono est d'abord allé voir le chef du village. Il s'est plaint. Le chef du village a passé une communication au village pour qu'on arrête d'aller voler dans les champs. Avant que Bernardo ne continue, oui. Nous parlons de pratique de sorcellerie, mais la chose sera très corsée. Je suis allé pratiquer la sorcellerie où? Dans mon champ. Non, je n'ai pas pratiqué la sorcellerie, j'ai protégé mon champ. Voilà. Est-ce que les gens sont supposés violer l'intimité de mon champ? C'est là où j'en venais. Je renvoie à M. Bernardo. C'est-à-dire, moi, je suis venu faire les choses dans mon champ. Dans mon champ. Je ne suis pas allé sur le champ du voisin. J'ai fait les choses. Je n'ai même pas fait sur la route. C'est-à-dire que pour... Je n'ai même pas fait sur la route. C'est-à-dire que bon, un enfant peut aller à l'école, du fait de mes pratiques, l'enfant tombe. Voilà. C'était dans mon champ. Et quelqu'un est entré dans ce champ-là pour venir voler. Et il a écopé, monsieur le juge.
où est-ce que je suis condamnable? Vous comprenez donc que c'est tout l'intérêt du procès. Parce que pour ceux qui ont introduit l'affaire, qui ont déjà été enrôlés, ils devront prouver par devant le juge que M. Ngono a pratiqué de la sorcellerie. C'est comme mettre son chien dans sa maison. Si je mets le chien chez moi et que le bandit escalade et vient Et mon chien le mord, le bandit. Mon chien le mord, on dira Vraiment, pas que, Bernardo, bel exemple. on ne dira pas que j'ai causé un homicide involontaire. Non, parce que la réalité, je n'ai fait que protéger ma maison en y mettant un chien ou des fils barbelés électriques, comme Koji me rappelait encore le matin. Donc clairement, il sera difficile à terme, à l'issue du procès, de faire condamner M. Ngono. Il faut quand même le relever. Je dois dire, avant que nous poursuiviez, j'ai besoin des avis des experts en droit, des magistrats, des avocats. Intervenez, on va lire. C'est un bon cas d'école. Même notre ami commun, Blérieux et moi, le procureur, je suis sûr que monsieur le procureur, essayez de nous éclairer. Ils vont déjà nous éclairer. Maintenant, sur le plan purement social, parfait ici, le droit que je m'octroie Oui. d'offenser volontairement et consciemment quelqu'un est le droit que j'octroie à cette personne de se venger. Ça veut dire, lorsque je fais du mal à quelqu'un, je dois simultanément intégrer que j'accorde à cette personne le droit de se venger. Parfois, pour éprouver ce que l'autre ressent, il faut subir ce que l'autre également a subi. Tout à fait. Et donc, on ne peut pas faire un procès à quelqu'un qui, victime d'offense, décide à un moment donné de se venger. C'est humain. Même si on va dire après, pour les considérations religieuses ou spirituelles, qu'il faut tout confier à Dieu, entre guillemets, parfois laissons Dieu là-bas, résolvons nos problèmes ici. La conséquence enseigne mieux que nos conseils. Deuxième chose, on néglige souvent la portée de nos actes. On oublie que lorsqu'on prend de tels nombres de régimes dans le champ de quelqu'un, ce sont ses enfants peut-être qui n'iront plus à l'école du fait de ce manque, sa femme qui peut-être va le quitter du fait du manque d'argent, lui-même qui verra son commerce être complètement liquéfié, et ça va lui créer beaucoup de problèmes. Donc à un moment donné, il faut que les gens aient conscience de ce que les actes qu'ils posent ont des conséquences dommageables, sauf que pour les bandits généralement, ils n'en prennent pas conscience, ils sont mus par la compulsion de ce qu'il faudrait faire du mal. On vous rappelait hier que l'âme est plus négative à la base que positive. Pour ces gens qui volent et qu'on n'attrape pas, à un moment donné, ils estiment être forts jusqu'au jour où on l'attrape, où on les attrape. Et pour moi, ça peut choquer. Mais je ne suis pas quelqu'un qui pardonne beaucoup. Pour moi, les humains ne sont presque jamais désolés. Ils ne sont désolés que lorsqu'on les a attrapés. Vous allez chuter. Quelqu'un peut faire du mal 10 ans. Tant que tu ne l'as pas attrapé, il n'est pas désolé. C'est le jour où tu l'attrapes qu'il demande pardon. Être désolé, c'est être conscient de ce que j'ai posé un acte négatif au départ, et bien que personne ne m'ait vu, j'ai pris sur moi de ne plus le poser. Donc tant que quelqu'un vient soumettre son pardon au fait que les autres l'aient attrapé, il n'est pas sincère. Et pour finir, pour les agriculteurs, le principe n'est pas de féticher le champ. Le principe est de cultiver. Mais exceptionnellement, si des personnes vous contraignent à employer des méthodes fortes, vous devez les employer pour votre propre sécurité. Merci. On prend également le regard de Patrick Bala, qui n'est pas donc parti. Patrick est resté avec nous. Il est tombé amoureux de notre plateau. On l'a compris. Donc, Patrick Bala, vous avez suivi de bout en bout la dénonciation et les interventions des uns et des autres. Vous vous situez à quel niveau? Bon, c'est vrai que Bernardo, sur le plan du droit, a déjà tout dit. Pour moi, ce que je veux dire, c'est que le problème de ce pays, c'est qu'il y a beaucoup de littéraires. C'est vrai que dans d'autres pays, il y a également des littéraires, mais qui sont des littéraires exploitants. Mais nous ne sommes aucunement des littéraires exploitants, nous sommes des littéraires consommateurs. Et dans ce cas de figure, le droit a ceci de particulier, c'est qu'il est tellement flexible à un certain niveau selon la sensibilité de celui qui utilise justement cette arme de droit, qu'on a tendance justement à se retrouver dans ce genre de cas de figure dans ce pays. C'est vrai que quand Bernardo était en train d'illustrer cette dénonciation-là, moi j'avais envie de... Ce qui m'est venu à l'idée, c'est que le monsieur, au lieu même d'aller voir, parce qu'il a été trop protocolaire en allant voir les chefs. Moi, je lui aurais même j'aurais très rapidement, comme je n'ai pas cette méthode que lui il a eue, je prenais simplement des tissus rouges.
Et puis j'essayais de mettre ça. Tu crois que les gens. Je vais te dire un truc, Patrick. Les enfants, il y a des gars là, les tissus comme les blaireaux. Ils ont soit des antidotes. Voilà. Donc sur le tissu rouge, il faut pisser sur le tissu rouge là. Après tu anéantis le pouvoir. Ils n'ont même plus peur de vos tissus rouges. Donc en fait, je le dis pourquoi. Je le dis pour faire simplement montre de ce que, pour moi, le monsieur a eu la bonne tenue. C'est-à-dire que essayer de protéger son champ par la suite, ça a été la meilleure des actions. Parce que aujourd'hui, on se rend compte que lorsque lui, il allait voir le chef pour dénoncer, le chef, en allant voir ces personnes, personne n'est revenu voir le monsieur pour dire que vraiment, moi j'ai remarqué que mes enfants faisaient ceci, vraiment j'ai parlé à mes enfants, ils ne vont plus le faire, vraiment on s'excuse. Personne n'a rien dit. Personne n'est même revenu vers le monsieur qui est encore allé revoir le chef. Pour une deuxième fois. Mais j'ai dénoncé et là je pense que je vais passer à la méthode forte. Voilà. Le chef a essayé de conseiller pour lui dire par après que bon, si tu trouves que c'est l'ultime solution, vas-y, mais je ne te conseille pas. Mais comme c'est toi qui souffres et que je ne peux pas souffrir à ta place, bon, fais comme tu as décidé de faire. Et le monsieur allait faire comme il a décidé de faire. Et ça a pris les malheureux contrevenants. Et aujourd'hui, on estime que on doit rendre justice. Je veux dire que c'est même d'abord très malhonnête pour ses parents. C'est-à-dire que ses parents sont en train d'encourager les enfants à une chose, la pratique du vol. Je dis que quand vous retrouvez normalement même, ce qu'on devrait faire vis-à-vis de ces personnes, c'est que on diminue juste la dose. C'est-à-dire que celui qui est devenu fou devient moins fou. Et celui qui a eu le pied enflé, on diminue juste de moitié, mais on continue avec ce problème. Comme ça, il aura au moins... il restera avec des séquelles. Oui. Lisons que les messages des téléspectateurs. Bonjour parfait à tout ton panel. Les victimes de M. Ngono seront punies selon les dispositions de l'article 1382 du Code civil. Les parents, en allant porter plainte contre ces derniers, ont plutôt creusé la tombe de leurs enfants voleurs. C'est Dave Landry depuis Guidère qui envoie le message. Autre message ce jour. Bonjour, le grand perfecto, s'il vous plaît, dites à M. Ngono que j'ai besoin de son contact ou de celui qui lui a dit... Voilà. Moi, je savais que M. Ngono ferait des émules. La pratique de M. Ngono est puissante. Oui, parce que les gens en souffrent. Oui. Dites à M. Ngono que j'ai besoin de son contact ou de celui qui lui a donné ses fétiches pour son champ. Je veux également protéger mon champ au village. C'est Annette depuis Douala qui envoie le message. Bonjour, monsieur Aïssi, et à votre excellent panel. Relativement à la dénonciation faite par M. Basson, le village peut effectivement intenter une action pour pratique de sorcellerie, mais la question de l'imputabilité et l'élément matériel pourront difficilement être retenus contre M. Ngono. Les pratiques en question ne visaient pas des personnes déterminées. Il lui suffirait, s'il est bien défendu, d'indiquer qu'il s'agit de simples coïncidences parce que ses propos visaient simplement à intimider les éventuels voleurs. En bon juge, je requalifierai donc en menace sous condition. Tel est mon avis. Maître Bessala, avocat depuis Yaoundé. Merci déjà pour cet avis d'un des avocats. On attend encore les avis des autres hommes de droit. Mais en attendant, on part au 229. C'est le Bénin. Les voleurs ne sont pas excusables. Mon père avait été victime de vol. Des individus ont vidé notre salon quand j'étais plus jeune. Sans se plaindre, il est allé au village et est revenu avec un balai travaillé qu'on a accroché à l'arbre de la maison. Un mois plus tard, un autre voleur est venu. La domestique l'a trouvé en train de balayer et de rebalayer la cour. On l'a laissé faire jusqu'à 14 heures, épuisé au bord de l'évanouissement, avant de le conduire à la police. C'est Francky depuis le Bénin. Voilà. Non, vous savez qu'au Bénin, ce genre de pratique... Au Bénin, dans beaucoup de pays africains d'ailleurs, on ne Là-bas, fait c'est que sérieux. c'est sérieux.
Je vous amène au 213, c'est l'Algérie. Bonjour Perfecto et à tout ton panel. Perfecto, je pense que tu dois augmenter 30 minutes de plus pour Espace Mini. 30 minutes, c'est petit. Et surtout que la revue de presse absorbe au moins 15 minutes. Pour la dénonciation, je dirais que M. Ngono n'a rien fait de mal. Il n'a attaqué personne, mais il n'a fait que se défendre. Il a juste protégé ses terres de la même manière qu'une banque ou une présidence de la République est protégée. Ici, en Algérie, il y a des grosses résidences qui sont protégées avec des barrières ultra-électriques. Et celui qui ose pénétrer par infraction, le courant le tue. Pourquoi dans ce cas, on ne parle pas de sorcellerie? Monsieur Ngono a le droit de protéger ses terres, tout comme une banque protège ses murs, bien fait pour ses bandits, et que la famille de ces malfrats et de ces voleurs aille se faire cuire un œuf ailleurs. Dans mon village à l'ouest, un proverbe dit, quand tu écrases les arachides d'un aveugle, il faut le faire en chantant. Ouais, vraiment, le joli proverbe, hein? Quand tu écrases les arachides d'un aveugle, il faut le faire en chantant. Vous comprenez? En fait, pour qu'il soit sûr que tu n'es pas en train de manger. Autre message ce jour, bonjour le grand maestro Perfecto et à tout le panel. Pour la dénonciation, le principe en droit camerounais est qu'il est interdit de se rendre justice et que seule la force autorisée est appelée à le faire. Quand on vole, c'est un délit et la loi punit cela. Idem, quand on fait un champ, quand on achète une voiture, un téléphone, il faut s'attendre à ce qu'on vous soit volé. Si la loi était inutile, l'anarchie ferait que le monde soit une jungle. Féticher son champ est un crime, tout comme le policier qui tire sur un suspect non armé. Le fétiche est d'abord une pratique de sorcellerie qui est formellement interdite par la loi. Il n'y a aucune excuse de tuer un voleur sans que ce ne soit l'État qui le fasse, car lui seul a cette prérogative. C'est pas parce qu'on dénonce le voleur arrêté qu'on ne l'est pas, soit quand on n'est pas attrapé. Monsieur Ngono mérite la prison. C'est King de Yaoundé. Sauf que j'aimerais qu'il nous présente ici le débat est ouvert, la disposition qui interdit formellement et expressément de féticher son champ. Il ne faut pas qu'il oublie qu'on est en matière pénale et l'application des lois est stricte en matière pénale. On ne suppute pas. On n'est pas en matière civile où on peut tergiverser. Donc il nous précise une disposition peut-être du code pénal qui précise que féticher son champ est interdit au risque de ce que pénalement tu es passible de telles sanctions. Alors, je peux lire. Le procureur a réagi? Bien sûr. Ok, lisons la réaction d'un de nos amis procureurs. Article 251, sorcellerie. Est puni d'emprisonnement de 2 à 10 ans et d'une amende de 5 000 à 100 000 francs celui qui se livre à des pratiques de sorcellerie, magie ou divination susceptibles de troubler l'ordre ou l'équilibre public, ou de porter atteinte aux personnes, aux biens ou à la fortune d'autrui, même sous forme de rétribution. Est-ce que M. Ngono a fait ça? Oui. Il sera condamné, mais il peut avoir de larges circonstances atténuantes. Ngono ayant donc ses victimes actuellement, il devrait pouvoir porter plainte contre elles pour vol, puisqu'il a la preuve que ce sont elles. Voilà la réaction de nos amis procureurs. Voilà. Merci, monsieur le procureur. Voilà. On y a encore d'autres réactions. Bonjour, Perfecto, s'il vous plaît. Comment contacter monsieur Bernardo Basson pour une dénonciation importante? À voir si possible ses lignes téléphoniques. Merci. C'est Jorel Zan depuis Nkouaban. Des cœurs. Il faut demander à Jorel Zan de m'écrire sur Twitter. Voilà. Vous avez eu la réponse. Lisons rapidement 2 ou 3 dernières réactions. Hein. Bonjour, Perfecto. La vraie sorcellerie, c'est d'aller voler dans le champ d'autrui et porter plainte après. C'est Ngo Zoutroa, l'opticien Mindef depuis Yaoundé. Moi-même, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça la pratique de sorcellerie. D'envoyer ses enfants voler dans les champs des gens pour porter plainte. Bonjour à vous. Juste pour vous dire que j'ai besoin du numéro de monsieur Ngono. Ils m'ont vidé en poulailler de 700 sujets le 23 décembre. Voilà. Vous voyez, travailler beaucoup d'argent. vous voyez donc que parfait ici, même la position du procureur qui sur le plan légal est correcte, ne résout pas le problème. Non, le procureur dit ce que dit la loi. Le procureur lui n'a dit que ce que dit la loi. Maintenant, il nous a même dit que M. Ngono bénéficierait de beaucoup de larges circonstances atténuantes. Ah ben ça suffit. Et vous voyez bien que la loi prévoit
5 000 à 100 000 d'amende. Si on condamne M. Ngona à payer 100 000 francs d'amende, ça fait quoi? Ou 20 000 d'amende. Alors, Landry Chemont est au rendez-vous pour donner aussi son avis sur ce petit débat qui est né, débat juridique. Bonjour, perfecto. Même si M. Ngono gagne le procès, il ne peut plus être à l'aise dans ce village. S'il n'est pas fort, il risquerait de quitter ces villages et abandonner ce champ. Par ailleurs, la petite erreur de Ngono, c'est de ne pas laisser un message à l'entrée du champ qu'il est fétiché. C'est Landry et Chemont. Moi, oui, par rapport à ça, je dis à Landry que le conseil que je donne à Ngono, c'est de frapper encore les parents même. De la même manière. Voilà. Il faut que ce soit les gens du village qui commencent à le craindre. Ouais. Voilà, donc c'est comme ça. Un autre monsieur qui donne son avis sur le débat juridique. L'infraction de pratique de sorcellerie est très difficile à caractériser au regard de ces éléments constitutifs que la preuve de ces pratiques sont souvent floues. Mais pour le cas d'espèce, M. Ngono peut être retenu dans les liens de la prévention de l'infraction de pratique de sorcellerie au regard de son aveu qui est la reine des preuves en droit pénal. C'est un délit prévu par l'article 264 du Code pénal au Congolais. C'est juge au tribunal de grande instance de Pointe-Noire qui nous envoie ce message. C'est au Congo là-bas. Espace Mini. J'ai demandé l'avis des magistrats. Il y a des magistrats du Congo. Mais tu crois que Espace Mini c'est pour le Cameroun? International. Tu connais seulement les magistrats du Cameroun? Il est juge au tribunal de grande instance de Pointe-Noire. Quand nous serons à Pointe-Noire, nous irons le saluer. En passant, j'ai oublié de vous dire, il y a un téléspectateur d'Espace Miné qui est au Maroc, qui m'a écrit et qui m'a dit qu'il souhaite nous inviter au Maroc tous les trois, tout frais payés, il supporte les frais. Ah bon? Oui, Mais ils ne sont pas que trois, vous n'êtes pas que trois, j'ai fait la revue de presse. Bon, Patrick, je te dis des choses comme M. Ngono. C'est ce qu'il m'a écrit. Merci beaucoup. Je vous en parlerai. De toute façon, on en parlera en off. Mais ce sera très difficile de voir trois costauds quitter comme ça le plateau pour le Maroc. Mais on verra ce qu'on peut faire. À tout de suite pour la suite. Proprement dit ce matin, nous allons d'abord marquer un arrêt, comme nous vous le disions, en ouverture tout à l'heure pour essayer de comprendre cette cabale, entre guillemets, à l'endroit du professeur Mathias Eric Owonangini depuis 2 ou 3 jours, et surtout la journée d'hier soir a été infernale jusqu'à ce matin. On ne sait pas pourquoi on doit jeter ce grand intellectuel camerounais comme cela à la vindicte au populaire. Pierre Blériot, Niamek, que se passe-t-il avec le professeur Mathias et Eric Owonangini? Ben, il faut peut-être planter le décor pour voir que les réseaux sociaux et puis la vie des hommes décrivent véritablement la nature de notre âme qui est malsaine. Le professeur Mathias Eric Owonangini est sous le coup d'un deuil. Tout à fait. Son père est encore à la morgue, il est mort récemment. Et il reçoit des coups de toute espèce, vous ne pouvez pas imaginer. Même des proches, entre guillemets, qui croient que l'heure est venue pour en finir une fois avec lui. Mais que lui reproche-t-on? Les autres appellent ça un délit de patronyme. On reproche au professeur Mathias Eric Owonangini d'être le fils de Joseph Owona. C'est ce qu'on lui reproche. Mais il n'a pas fait un concours pour devenir le fils de Joseph Owona. Mais pour ceux qui ne savent pas, Mathias Eric Owonangini n'a pas que Joseph Owona comme parent ayant eu une grande envergure, tant du point de vue intellectuel qu'administratif. J'aime vous dire qu'à un moment donné, l'État du Cameroun était un peu gêné parce que la mère de Mathias Owonangini avait atteint un niveau de secrétaire général d'administration centrale. Vous voyez? Et on hésitait à la nommer ministre parce que son mari était, le père de son enfant était ministre. Mathias Eric Owonangini, la mère, est l'une des 2 premières femmes à avoir eu le concours de l'ENAM dans ce pays. Ça, il faut le savoir. Il est donc issu de 2 parents particulièrement brillants. Et Mathias Eric Owonangini est particulièrement brillant comme intellectuel. Ça, c'est d'une part. Dans la vie privée, pour ceux qui le connaissent, c'est un exemple de moralité. Et quand je me vante d'en être un, quand je vous dis qu'un homme est un exemple de moralité, il faut savoir de quoi on parle. Ce n'est pas les petites guéguerres politiciennes ou encore de plateaux de télévision.
pour nous tous qui avons côtoyé Mathias Eric Ouonangini, il est admirable de voir la vie rangée de ce monsieur. C'est un sujet moral particulièrement admirable. Donc, ce qui se passe depuis hier, c'est que son feu père était membre du Conseil constitutionnel, Tout à fait. est décédé, et on a nommé un qui correspondrait à ce qu'on appelle chez nous le remplacement numérique dans l'équilibre régional. Parce que le professeur Minkwase est originaire de la même aire géographique, du même village même, presque, que Mathias et que le professeur Joseph Ouona décédé. Les esprits voient donc, en la nomination du professeur Minkwase, une possible nomination du professeur Mathias Eric Ouonangini au poste de recteur de l'université de Soa. Et ils l'ont même déjà nommé sur les réseaux sociaux, dans l'idée d'empêcher une nomination possible. Moi, je dis que oui, bien. Nommer même Mathias Eric Ouonangini, recteur de l'université de Soa, n'est que le début de ce qui va arriver dans la vie de ce monsieur. Ni vous, ni les autres ne peuvent l'empêcher. Vous savez, ce n'est pas un enfant qui tombe nos petites guéguerres. Il faut approcher l'homme pour savoir qui c'est. Le patronyme de... Lequel d'entre ceux qui critiquent Mathias Eric Ouonangini peut nous sortir un seul poste où il a critiqué son propre père? Je mets quiconque au défi. Tous les Camerounais, qu'un Camerounais nous sorte un poste de toutes les tribus où quelqu'un a critiqué son propre père, pourquoi vous demandez aux autres ce que vous ne pouvez pas faire? Quand nous savons même que des fois, ce n'est que des cousins qui ont fait des bêtises, vous les avez couverts. Laissez Ouonangini tranquille. Vous vouliez qu'il passe toute sa vie à s'opposer à son père. Nous ne sommes pas tous des Bantous. Il a arrêté cette petite guéguerre parce que c'est un Bantou. Mais cela ne lui enlève... J'ai entendu même, il y a plus d'intellectuels que Ouonangini. Moi, je vais vous le dire, à titre de défi. Dans les sciences humaines, au Cameroun, on ne peut pas compter 200 compter Ouonangini. Et ne pas l'avoir à la tête d'une institution académique, c'est faire de la niaiserie. Donc moi, mon message que j'envoie au président de la République, c'est que si vous avez un projet de nommer Mathias Eric Ouonangini, que les agitations des réseaux, d'ailleurs vous n'êtes pas à ce niveau-là. Nommez-le, que ceux qui veulent se fâcher se fâchent. Merci bien. Ça, ici, je peux connaître un mot aussi. Oui, Bernardo Basson, Blériot l'a bien expliqué. Hein. Les gens sont dans une forme d'instrumentalisation. Le professeur Joseph Ouona, nous disons encore paix à son âme, qui est encore à la mort, au moment où nous parlons, est décédé. Il était membre du Conseil constitutionnel. Et hier, par décret présidentiel, on a nommé deux autres membres du Conseil constitutionnel, parmi lesquels donc le professeur Adolphe Mikwa, qui est le recteur de l'université de Yaoundé 2. Beaucoup voient donc que comme le professeur Adolphe Mikwa est le frère, entre guillemets, du professeur Joseph Ouona, il a remplacé. Logiquement, c'est Mathias Eric Ouonangini qui remplacera aussi le professeur Mikwa à Soa. Et on commence donc à dire au niveau des réseaux sociaux que le professeur Ouonangini a été nommé recteur à Soa. Connaissant comment le président Paul Biya fonctionne, le président Paul Biya, s'il avait même en idée de nommer donc le professeur Ouonangini, il risque donc d'annuler cette nomination. En fait, ils pensent qu'ils sont en train de tuer le professeur Mathias Eric Ouonangini. C'est de l'instrumentalisation. On appelle ça dans les sciences sociales de l'ingénierie sociale. Mais ce que je voudrais repréciser, c'est qu'on peut être de bords politiques différents sans être ennemis dans la vraie vie. Tout à fait. Je peux être du RDPC, Patrick Bala et du MRC, mais on n'est pas ennemis. C'est un mauvais exemple. Bon, prenez. Tu as dit qu'il est de quel parti? Prenez ça. Il avait dit quel exemple? Merci. Encore que je ne suis pas du RDPC, donc clairement on peut juste retirer. C'était juste des inférences. On a coutume de se plaindre au Cameroun de ce qu'on ne met pas les bonnes personnes à la bonne place. Au Cameroun, ce dont on a besoin, ce ne sont pas des hommes particulièrement intelligents, des hommes particulièrement fortunés. On a besoin des hommes de valeur, des hommes structurés et qui ont un sens raide de l'éthique et de la morale trempés dans leurs convictions. Le professeur Ouonangini en fait partie. Donc l'intelligence et autres, pour lui, sont secondaires dans un pays dans lequel on est en perte de repères et on veut des hommes structurés, cohérents et densément habités en termes d'éthique et de morale. Donc si quelqu'un comme cela apparaît comme une grâce pour le Cameroun et que les gens travaillent pour qu'il ne soit pas nommé, pour moi, c'est une insulte. J'ai reçu également le message hier d'un aîné qui me disait le professeur Mathias a été nommé à Yaoundé. Je lui ai demandé
où est le décret? Il me dit, moi aussi je le cherche, je l'ai appris du côté de soi. Et moi également, je l'ai dit à 2-3 personnes avec qui je discutais que voilà, apparemment il y a ci, il y a ça. Mais personnellement, je me suis fait personnellement écho de cela, avec ceux avec qui je partage une intimité, plus comme étant un souhait. Au point où quand celui-là me l'a écrit, je lui ai dit, c'est mérité. Vous voyez? Donc pour moi, je suis habité par le désir profond, vraiment qu'il me pardonne de le dire à la télé, de le voir possiblement au Cameroun comme chef de l'État. Pour moi, qui me pardonne de le dire parce que ça peut... Pour l'instant, il n'a même pas ses ambitions. Là, tu risques l'enterrer. Pour l'instant, il n'a pas ses ambitions. Je sais que vous ne les a pas. Ça, c'est ce que moi, je pense profondément. Parce que c'est quelqu'un qui réussit à combiner la grande capacité intellectuelle avec l'éthique et la morale. C'est un homme sobre, humble et rangé. Pourquoi est-ce qu'on veut lui faire un procès par rapport à ça? On va également passer la parole au président Aimé Cyprien Olinga. Aimé Cyprien, je ne sais pas si je peux appeler ça, il y a jurisprudence au Cameroun quelque part. Il y a une dizaine d'années, dans ce que nous appelons souvent là, les faux gouvernements qui paraissent dans les journaux, sur les réseaux sociaux. Tous les gouvernements que l'on nommait sur les réseaux sociaux, on mettait M. Atanganakuna. À l'époque, il était administrateur directeur général de la Cameroun. On le mettait comme nouveau ministre de l'eau et de l'énergie. Tous les faux gouvernements qui paraissaient sur les réseaux sociaux et dans les journaux. Mais vous savez ce qui est arrivé? Effectivement, quelques mois plus tard, il y a eu un remaniement ministériel. M. Atanganakuna a effectivement été nommé ministre de l'eau et de l'énergie. Donc, qu'il ne pense pas que si jamais le président Biya avait ce projet-là pour M. Wanangini, nos manigances des réseaux sociaux ne peuvent rien faire. Le président Biya doit même le nommer. D'abord, je voudrais dire que moi, je suis un peu peiné de constater qu'au Cameroun, lorsque votre nom commence à sortir dans les réseaux sociaux ou dans les journaux, c'est qu'on est en train de vous éloigner du poste. Dans les pays normaux, c'est même logique, c'est même normal. Dans les pays comme la France, les noms des premiers ministres circulent dans tous les journaux, des semaines, des mois avant. Tout le monde savait que celui qui est premier ministre en France là, allait être premier ministre 2 mois avant. Même au Cameroun, nous le savions déjà. Parce que son nom était partout. Il n'y a que dans des républiques, chez nous, on a voulu tout mystifier. C'est-à-dire le pouvoir chez nous relève des affaires de Dieu le Père. En réalité, c'est de ça. C'est pour ça que ça donne l'impression que c'est une manière de vouloir... donner une bonne passe là. Oui, c'est une manière de vouloir enterrer Mathias. Mathias est un brillant intellectuel. C'est quelqu'un que j'admire. D'ailleurs, c'est l'un des rares intellectuels avec qui j'ai fait des plateaux de radio et de télévision depuis pratiquement 20 ans. Régulièrement de l'autre côté. Depuis 20 ans, 25 ans même à la limite. C'est quelqu'un qui est structuré, comme disait... très structuré. Et c'est quelqu'un qui est rigoureux dans l'analyse. Donc c'est dans la vie privée. C'est un esprit... Bon, sur le plan privé, je ne le connais pas. Je vous le dis. C'est un esprit brillant. C'est-à-dire que Mathias, pour moi, que ce soit en passant, vous le vouliez, bon, comme on dit qu'il n'est pas encore intéressé, mais moi je vais être président de la République. Donc, si Mathias, lui, n'a pas encore ce projet-là, moi j'ai envie d'être président en 2025. Et que justement, dans ma logique à moi, si je suis président de la République, ça c'est pas un secret. Mathias fait partie des gens... avec qui vous allez travailler. Avec qui il faut composer. Il faut composer. Avec qui je vais composer. Parfait. Et à des postes très importants. Monsieur les gars, je peux avoir 5 secondes. Oui. Un aîné qui est sur ce plateau m'a dit un jour, Basson, rien dans ce pays ne se décide sur les réseaux sociaux. Que les gens là-bas sachent que c'est du bavardage. Rien. Donc, quand Biya veut faire sa chose à Etoudi, d'abord, il ne sait pas sûr qu'il a Facebook ou Twitter. Je ne suis pas sûr. Voilà. Donc, vraiment, que les gens qui pensent qu'ils influencent le Cameroun sur la toile, Facebook et sur Instagram. Et c'est de son âge. Et elle ne décide pas. Est-ce que le président Paul Biya regarde même Facebook? Moi, je ne pense pas. Moi, je l'ai rien de ce qui est là-bas. De lui envoyer des invitations sur Facebook, il n'a jamais répondu. Donc, moi, je vais dire ceci. Parfait. Oui, Olinga. Je pense que le président, c'est lui-même qui a ouvert la brèche. Parce que justement, à un moment donné, il s'est souvent dit, ça fait l'objet même parfois auprès de certains aînés, qui pensent que lorsque son nom sort même déjà dans un journal comme possible ministre, c'est qu'on l'a grillé. Et le président a souvent, effectivement, laissé le flanc à ces gens.
Il y a des gens, moi je connais 2 ou 3, qui en réalité ont été déçus de cette manière. C'est-à-dire qu'on a mis sur le nom ici et là, alors que certains avaient même été consultés. Certains avaient été consultés. Et lorsque le nom a filé après consultation, le président a balayé. Et moi, j'ai dit au président, dans le monde où nous vivons aujourd'hui, il faut même travailler avec ces instruments. Parce que les réseaux sociaux, la presse, les médias, parce que ce sont ces instruments qui donnent la visibilité, et même la lisibilité sur des personnes qui sont minimalement acceptables aux yeux du public. Donc il ne faut pas considérer que quand on a mis le nom de quelqu'un dans les réseaux sociaux ou dans un journal, que c'est un sujet, c'est pour le briser. Le président devrait même travailler avec ces instruments. Dans la modernité où nous sommes, les dirigeants travaillent avec ces différents instruments pour avoir le pôle social, pour avoir l'élément qui leur permet de comprendre la société et même vers où la société veut qu'on aille. Donc pour moi, Mathias, il n'a pas à s'en faire. D'ailleurs, je voudrais aussi profiter de ce, je l'ai déjà fait à d'autres occasions, sur ce plateau pour lui exprimer les condoléances du Front démocratique révolutionnaire, mon parti, après la disparition de son brillantissime même, à la limite, père. Je crois que c'est des situations qui arrivent. J'ai apprécié d'ailleurs sa sortie sur les réseaux sociaux lorsqu'il annonçait la mort de son père. Il père. est très fort, je le connais fort. Il ne faut pas qu'il se laisse, j'allais dire, déstructuré par rapport à ces événements-là. Les grands hommes aussi, la compétence des grands hommes se mesure justement à la capacité qu'ils ont à surmonter les épreuves. C'est compris. Patrick Bala, je pense que nous n'allons pas nous éloigner de la conclusion de M. Cyprien. Même comme nous avons nos positionnements bizarres et sauvages politiques, reconnaissons quand même que chez nous, quand les Africains étaient encore africains, lorsqu'il y a des deuils, on arrête d'abord un peu la guerre. Voilà. On finit d'enterrer le corps et on recommence avec vos guerres villageoises là. C'est-à-dire que pour l'instant, le professeur Mathias Eric Ogonanguine a perdu son papa. Il est en deuil. Il est en train d'organiser le deuil. Pleurons d'abord. Pour nous qui avons une reine viscérale contre Ogonanguine, dès qu'on enterre le professeur Joseph, on recommence. Donc, enterrons d'abord le papa Joseph Ogonanguine. Moi, je crois que c'est exactement ce que je voulais dire, que là maintenant, pour moi, c'est vrai que Blériot a essayé de rétablir les faits, mais pour moi, en ce moment précis, c'est un débat qui ne devrait pas avoir lieu, parce que ceux même qui commettent ce genre d'actes, c'est-à-dire qu'aller sur les réseaux sociaux et commencer... Moi, même quand je lisais ça hier, je me demandais, mais comment est-ce que des personnes bien structurées peuvent, pour quelqu'un qui vient de perdre son papa, arriver à ce genre de manœuvre? C'est-à-dire qu'on pense d'abord à la politique au lieu de penser à quelqu'un qui se retrouve dans une situation, il ne reverra plus jamais son papa. Donc, essayons d'abord d'accompagner ce dernier dans ce qu'il traverse. Après, comme vous avez dit, chacun reviendra faire ce qu'il... Je profite au passage pour... Je ne savais pas que j'étais à côté d'un candidat à l'élection présidentielle. Il a annoncé depuis. Oui. C'est maintenant que le visage me revient parce que je vois ça de temps en temps. Ah, et M. Prolinga. C'est un jeu de la vieille. Blériot, vous avez une dernière chose? Parce que je vais prendre la problématique. Très rapidement, je partage avec le président Paul Biya cette sagesse des Bassa qui disent qu'on ne fait pas d'un bonbon tant que son père est au salon. Quoi? On ne fait pas un bonbon tant que son père est au salon. Ça veut dire quoi? On ne verrait pas un bonbon prendre le mbok quand son père est vivant. Ah bon? Donc maintenant, Ogonanguine ne peut prendre le mbok. Incroyable. Ça, c'est du Blériot. Apparemment, chez les Bassa, c'est vrai. Hein? Et la mère de Ogonanguine était Bassa. Donc, lorsque nous avons dit cela, Ogonanguine peut donc prendre le mbok, papa n'est plus là. On va prendre la problématique inscrite à l'ordre du jour pour le peu de minutes qui nous reste. Hein. Je vais commencer par Aimé Cyprien Olinga. Aimé Cyprien, comment devenir un grand homme? Écoutez, moi je vais faire simple parce que moi je suis un révolutionnaire. Je vais donc prendre ma casquette des révolutionnaires pour dire que, à l'exemple de ceux dont moi je me revendique être le disciple, notamment
Thomas Sankara et Jerry Rawlings. John Rawlings. Pour être grand homme, Thomas Sankara n'a pas eu à aller voir Jupiter. Et je doute même qu'il soit allé en Inde. ou alors à côté au Bénin. Ou chez M. Ngono. Ou là où M. Ngono allait prendre son fétiche. Je pense que pour être un grand homme, pour nous révolutionnaires, il faut être aimé par le peuple. Il faut marquer positivement votre environnement. Il faut marquer positivement votre entourage. Il faut marquer positivement l'ensemble de la nation à travers un certain nombre d'actes. Ça peut être simple. Votre courage, votre intelligence, votre esprit de service. Je crois que, comme je suis aussi chrétien, catholique, pratiquant, je pense aussi que le Christ a dit, quand vous voulez être grand, le plus grand d'entre vous doit être celui qui est au service des autres. Tout à fait. Et le révolutionnaire, c'est ça. Nous pensons donc que pour être un voilà très pourquoi grand homme, Jésus lui-même avait lavé les pieds de ses disciples en leur disant, vous, moi qui suis, que vous appelez maître, si je vous ai lavé les pieds, je vous demande donc, si vous voulez être aussi grand que moi, de laver les pieds de vos semblables. Je pense qu'être un grand homme, on n'a pas besoin de faire la magie. Marquer positivement, et moi, je le dis toujours, avec toute la simplicité, moi, j'ai pas peut-être eu la chance des autres d'être le fils de X, parce que mon vieux père, mon pauvre père cultivateur, que le régime également a liquidé, a tué, n'était personne. Quand on dit le nom, on doit Joseph. Ce régime ou bien l'ancien régime? Celui-ci. Parce que mon père, il a été assassiné, comme Zogo, je le dis, ça fait pas 7 ans. Lorsque je suis sorti encore de l'incarcération de 2011, je ne sais pas pourquoi on voulait un peu créer le vide autour de moi, on voulait davantage me martyriser. Je crois que c'est pour ça qu'ils sont allés tuer mon père. Mais je dis que moi, je n'ai pas eu la chance d'avoir un père... Je suis né d'une famille modeste, mais je pense que j'ai marqué mon temps. Je me suis dit, il faut que je me façonne et il faut que je me façonne de la meilleure des manières. Et en choisissant l'option que j'ai choisie, celle du révolutionnaire, c'est-à-dire quelqu'un qui est au service, très bien, quelqu'un qui veut travailler pour les autres, pour le bonheur des autres. Et je crois que c'est de cette manière qu'on devient un grand homme. Parce que grand homme, ça ne se décrète pas. Ce sont les autres qui doit vous désigner grand homme. Et aujourd'hui, je suis fier parfois quand je passe dans la rue. Vous voyez tout le monde qui vient vers moi, le révolutionnaire. Vraiment, nous sommes contents de votre combat. Et ils savent ce que j'ai enduré. Ils savent ce que j'ai perdu. Ils savent les sacrifices que j'ai consentis pour cela. Mais parce que je suis conscient du fait qu'au bout, les peuples savent toujours reconnaître ceux qui se sont battus pour eux. Et je sais qu'aujourd'hui, partout où je passe, les Camerounais savent, celui-ci a voulu se battre pour nous et ils me le revaudront bientôt. Très bien. Merci Aimé Cyprien Olinga. Je passe la parole à Pierre Blériot Niemek. Au moment où nous parlons des grands hommes, en nous posant la question de savoir comment devenir un grand homme, à ne pas confondre avec un homme grand. Pierre Blériot, c'est quoi un grand homme? Alors il faut d'abord être homme avant d'être grand. Naturellement. Un grand homme, c'est celui dont la vie, les actions et les réalisations forcent l'admiration des autres. Forcent l'admiration des autres. Et pour le devenir, il y a des choses qui dépendent de vous-même, mais il y en a aussi qui ne dépendent pas de vous. Celles qui dépendent de vous sont un travail et des actions que vous pouvez faire sur vous-même. Vous pouvez étudier pour être éclairé, parce que vous arrivez dans un monde qui est vieux et vous êtes jeune. Il faut apprendre ce qui a été fait, ce qui est et ce qui sera. Il y a que vous devez dresser votre caractère pour qu'il s'arrime aux normes de la société. Vous devez être tempérant et autres. Maintenant, il y a des acquis de par votre génétique. Nous parlions de Onangine. Sa génétique l'a prédisposé à être très intelligent. Il y a le bassin social, familial dans lequel vous avez été bercé, les valeurs qui vous ont été transmises. Il y a des fortuités, certaines sont, en fait, ce qu'on on dit vulgairement, le hasard. Il y a des fortuités, certaines sont inéluctables. C'est un peu contradictoire. Il
il y a des choses qui vous arrivent, bon gré, mal gré. Il y a certaines fortuités qui peuvent vous conduire sur le chemin de la grandeur. Donc, je me résume, il y a des choses que vous pouvez faire dans le but de devenir un grand homme. Il y en a qui ne dépendent pas de vous. Si tout ce cocktail est en votre faveur, vous pouvez devenir un grand homme. Et la grandeur d'un homme ne se mesure pas dans un laps de temps, c'est dans la durée. Parce que nos bouches sont pressées de désigner les grands hommes. Hier, les gens que nous... il y a une des chansons, vous chantez souvent, il est souvent bon de connaître les significations des chansons. Il y a une chanson de Eboalotin. Matumba, matumba, mambo, amese, mayoki, jokanelunga. Et dans cette chanson, il a une phrase qui dit Mindumbu, mina, miyoki, yoye, bisomo, pende, medjeye, wenge. Les bouches qui se sont moquées de nous hier, c'est elles qui nous applaudissent aujourd'hui. Donc, Très grande sagesse. voilà. Hier, on peut se moquer de vous et aujourd'hui vous applaudir. Les mêmes bouches qui se sont de nous moquer hier, aujourd'hui nous acclament. C'est dans la durée que cela se décide. Très bien. C'est dans la durée que cela se décide. Les bouches qui se sont moquées de vous aujourd'hui, hier, aujourd'hui vous acclament. aujourd'hui, elles vous acclament. Merci Blériot. Bernardo Basson, lorsque vous observez notre société, la société camerounaise, avez-vous l'impression que nous ayons encore des grands hommes? Maintenant, si nous n'en avons plus, ou alors si nous n'en avons plus suffisamment, qu'est-ce qui a dérangé? Qu'est-ce qui coince? Est-ce que je pense qu'il y en a encore? Je ne sais pas si ma pensée compte. Je pense que oui. Puisque ma pensée ne s'arrête pas aux personnes visibles. Les grands hommes, je peux ne pas les connaître. Ils peuvent ne pas être célèbres aujourd'hui. Et là, justement, c'est une autre préoccupation. Bernardo, je ne vous interromps pas. Vous venez de dire quelque chose d'essentiel tout à l'heure. Est-ce qu'un grand homme est toujours celui qui est célèbre? Non, mais ça ne veut pas dire qu'un grand homme ne peut pas être célèbre. Voilà. Donc, il y en a, peut-être que je ne connais pas, dans des familles, dans des villages, qui sont grands et qui sont de grands hommes. Tout comme j'espère avoir la chance, et je pense que j'aurai la chance de connaître un grand homme. Parce que M. Emeka dit une chose à laquelle j'adhère profondément. La grandeur des hommes et des vrais hommes se mesure pour l'éternité. Je prends le cas du leader des chrétiens. Vous voyez, s'il faut peindre sa vie sur le plan social, il n'est mort qu'à 33 ans. Tout à fait. Vous voyez, mais regardez ce que de son vivant, il a pu rapprocher. Je ne suis pas chrétien. Il a pu concilier, il a pu créer. Et comme on dit chez nous, comme on fait son lit, c'est comme ça qu'on se couche, même étant dans les sphères éthérées, il continue de rassembler, on continue de se mettre ensemble en son nom, de manger en son nom, de prier en son nom. D'autres personnes également peuvent rentrer dans la liste. On peut parler de Mao Tse-tung, de Confucius, tout ce qu'on veut, qui sont considérés par certains comme de grands hommes. Mais pour moi, le grand homme ne doit pas être pris sur le plan subjectif. Il ne doit pas dépendre de Bala, de M. Odinga, de M. Emek, ou de vous ou de moi. On peut avoir des éléments qui convergent et qui rendent à ce qu'on puisse déterminer un grand homme. Premier élément que je pense être global, l'idée de justice. Un grand homme doit être juste. Doit être juste. Et la justice, justement, lui permet de se départir des émotions pour poser le regard cohérent sur les problèmes qui concernent la communauté. Deuxièmement, il doit être cohérent et vrai. Cohérent dans la mesure où, dans le temps, on ne doit pas avoir l'impression qu'il vacille au rythme du vent ou des intérêts. Selon la capacité à lui donner quelque chose à mettre dans la poche. Ou à l'intimider ou à l'influencer. Il doit être cohérent dans le temps. Troisièmement, donc un grand homme, ce n'est pas les gens là que aujourd'hui il adule Samuel Eto'o. Il dit que c'est le roi. Et demain, il dit que Samuel Eto'o, c'est un vampire. Je ne serai pas sentencieux dessus parce qu'on peut se tromper. Si quelqu'un fait ça, est-ce que c'est un grand homme? Il peut. Je n'ai pas dit qu'il l'est. Parce qu'on peut se tromper. Quelqu'un peut être à un moment donné, je sais pas... Et si quelqu'un se trompe à plusieurs reprises? Là, justement, c'est quelqu'un qui n'est plus stable. Vous voyez? Donc il faut mesurer... Parce qu'il y en a qui sont trompés régulièrement sur le même sujet, à plusieurs reprises. Non, eux, ils sont versatiles. Eux, ils ne peuvent pas être de grands hommes.
Donc, vous voyez, par exemple, vous voyez un ministre délégué qui, à un moment donné, insultait quelqu'un et 3 semaines après, adule. Le ministre, effectivement, en question, avait dit qu'il s'était trompé. Ah, voilà. Sauf qu'il se trompe tout le temps. Hein. Et vous verrez qu'après, au soir d'un régime, il viendra encore à être affilié à d'autres Il personnes. se serait encore trompé. Vous voyez que ça fait déjà beaucoup. Et Mais donc, s'il se trompe comme ça, il n'est pas grand homme. il n'est pas grand homme. Un grand homme peut se tromper parce que c'est humain, mais il ne peut voilà. pas se tromper tout le temps. Pour le même sujet. Non, il ne peut pas se tromper. Il ne doit même pas beaucoup se tromper. Troisième, Oui, je suis trop d'accord, Bernardo. On n'a plus le dernier temps. élément pour moi, c'est monsieur Lingala bien dit, j'insiste dessus, le sacrifice pour la cause commune. C'est quelqu'un qui peut, à un moment donné, prendre des coups pour la cause de la communauté, de la collectivité, du peuple. Vous voyez. Mais des gens qui se cachent pendant que leur peuple souffre, des gens qui se mettent à distance et donnent des injonctions sans eux-mêmes tenir le chariot pendant que le peuple souffre, ne sont pas de grands hommes. Et c'est pourquoi, pour moi, parfait ici, là, c'est subjectif. Les grands hommes sont de plus en plus rares parce que la société a tout capitalisé. Les gens aiment l'argent, ils n'aiment plus les gens. Respectent l'argent, ne respectent plus les gens ni les valeurs. Patrick Bala, dans un contexte comme le nôtre, contexte camerounais, est-il facile d'être encore un grand homme dans un contexte comme le nôtre, contexte camerounais fait de précarité? Est-il encore facile de devenir un grand homme? Oui. Et Je comment? réponds par l'affirmative oui. C'est en ayant simplement des valeurs et les respecter. Au-delà des valeurs que vous avez et que vous respectez, il faut également être quelqu'un qui a le sens du sacrifice et être et être très humble dans la vie lorsque vous menez votre processus. Vous savez, la grandeur d'un homme se construit. C'est-à-dire qu'on ne devient pas un grand homme à partir de 40 ans. C'est-à-dire que ce n'est pas un décret que vous avez fini de gâter votre vie depuis votre bas âge, depuis votre enfance. Et à 40 ans, vous décidez de la redresser et d'estimer que par la suite, vous serez un grand homme. Donc, chaque acte qu'on pose dans la vie est susceptible de nous rendre grands dans le futur ou de nous rendre petits dans le futur, malgré les efforts qu'on aura consentis, bien évidemment, par la suite. C'est pour ça que je peux dire aujourd'hui, sans risque de me tromper, que dans notre contexte actuel, justement, celui des Camerounais, c'est monsieur, je pense, Cyprien qui le disait, aujourd'hui, on a un problème, c'est qu'on n'a plus, si je prends par exemple le cas de nos ministres aujourd'hui, qui sont censés être par exemple des serviteurs, qui ne le sont pas, qui sont des rois, je ne voudrais pas dire des rois télé, parce qu'ils ont même décidé de dépasser le roi. Donc ça devient... Alors, comme vous parlez de ministre, excusez-moi de vous interrompre, lorsqu'on est nommé ministre, est-ce que cela signifie également qu'on est passé de l'étape de petit à grand homme? Au Cameroun, oui. Sauf que le grand homme ne dépend pas d'un pays, Patrick. Il dépend d'une construction sociale bien établie dans le temps. Je dis au Cameroun, oui. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'eux, ils se sont mis dans la tête. Est-ce qu'un ministre peut être un petit homme? Oui. Bien sûr. Ah bon? Il y a des Tout ministres... un ministre? Oui. Moi, je pensais quand on est ministre, on devient un grand homme. L'ascension sociale n'est pas définitivement un signe de grandeur. Oui, ce n'est que le poste. Ce n'est que Vous êtes ministre de poste. Vous pouvez être ministre et puis vous avez passé le temps dans votre vie à être voleur. Ou à dormir avec les hommes. Voilà, est-ce que vous êtes grand homme parce que vous Là, c'est êtes autre ministre? chose, monsieur Basson. On va lire les messages. On repart au 213. Bonjour à tous les sages sur le plateau. C'est très simple. Pour être un grand homme, il faut se faire petit devant les autres. Socrate dit, je ne sais rien, je ne connais rien. Pourtant, c'était un grand savant. Être un grand homme, c'est se faire petit devant les autres. Nos ministres camerounais veulent se faire grands et ils forcent la grandeur, mais ils finissent toujours petits dans nos cœurs. Mais les Omiobe, les Ernest Wangé et les Ousseinde Afana qui se sont fait petits sont restés grands dans nos cœurs à jamais. Autre message ce jour, bonjour Perfecto. Blériot disait tout à l'heure que Meillon est l'un des meilleurs dans les sciences humaines, mais ce n'est pas tout. Pour avoir travaillé avec lui,
pour avoir travaillé avec lui lorsque je préparais ma thèse de doctorat en gestion. Meillon m'a démontré qu'il était un érudit. Il me donnait pratiquement des cours de gestion. Moi qui croyais naïvement qu'il ne se limitait qu'aux sciences sociales et humaines, sans flagornerie aucune, ce monsieur est le Terence Tao ou le Pico Giovanni de la Mirandola du Cameroun. C'est docteur Léo-Noël Mbenda qui envoie ce message. Merci, docteur. C'est un savant. Autre message ce jour. Bonjour parfait et à ton panel. Un grand homme se définit par sa capacité à penser le monde dans une dimension susceptible de changer les vies, car la destinée des grands esprits vient de Dieu seul. C'est Maurice Kokomo, il est apôtre. C'est philosophique. C'est vrai. Merci, cher apôtre. Autre message, je repars au 242, c'est le Congo. Alors, que dit le Congo? Un homme qui soutient le RDPC n'est pas un exemple. Blériot, est-ce que c'est vrai? C'est faux. Très faux. Je préfère le lui dire comme ça. Moi, je ne soutiens pas le RDPC, mais il y a des gens qui soutiennent, qui sont des exemples. C'est Bien faux. sûr. Et il faut soutenir qui pour être un exemple? Bon, et un homme qui soutient le MRC, est-ce que c'est un grand homme? Pas forcément, non, c'est pas en cela qu'on mesure la grandeur des hommes. En fait, non, c'est pas un vraiment, critère c'est objectif. caricatural. Un homme qui demande de tuer les anglophones n'est pas un exemple. Est-ce que moi je connais un homme qui a demandé qu'on tue les anglophones? Moi, je n'en connais pas. Il a ses problèmes. C'est ceux qui ont écrit les textes sur Onangini. Je vais vous annoncer la mauvaise nouvelle. Biya va nommer Onangini. Ah bon? Vous verrez. Tu as causé avec Ouais, Biya? Biya va nommer Onangini. Tu as causé Parce avec qu'il Biya? le mérite. Biya même, hein. Tu sais ça? Biya t'aime? Oui. Ah bon? Oui. Avec tout ce que tu dis sur lui? Et bien sûr. Non, Biya ne peut pas Et, t'aimer. mais il y a des choses qu'on ne peut même pas te dire. Ah bon? Et oui. Mais toi, moi, je suis à côté de quelqu'un qui est... Non, il faut Biya. pas. Biya même, moi. Mais il faut qu'il nous le fasse savoir. Non, non, il sait. Non, Blériot, il faut que Biya nous le fasse Non, savoir. Biya même. Donc, il va nommer Onangini. Quand je lui dis que Biya est Onangini, quand nous sommes même dans nos affaires de mondanité, là, parfois ici, toi et moi, nous savons que Onangini est un grand homme. Non, ça, c'est clair. Du point de vue des valeurs de vie, vous savez même de qui vous parlez. Merci. Vous le comparez à qui? Merci beaucoup. Il nous reste pratiquement 5 minutes à passer ensemble. C'est vendredi. Je vous ai dit qu'on devait beaucoup travailler. Et on termine par le football. Hein. Est-ce qu'un footballeur peut être un grand homme, Patrick Bala? Bien sûr. Ah, d'accord. Mais je vous préviens d'abord que voilà Nganou qui nous cherche les problèmes. Nganou fait quoi? Nganou s'habille avec le maillot de son. Et il nous cherche les problèmes, pourquoi? Il croit que comme il est fort là, on va s'associer. voilà Nganou. Voilà Nganou. Bien commencé. C'est le nouveau garde du corps de Et M. Sombana. Cyprien Olinga, les Lions ce soir du côté de Yamoussoukro, lorsqu'il sera 18h heure du Cameroun, seront face aux Lions de la Teranga. Un match décisif pour les poulains de Rigobert Sombanak. Doit-on garder espoir? Je dois avouer que je veux bien garder espoir, mais je suis un peu dubitatif. Je crois que les Lions peuvent gagner, mais il faudra que Rigaud fasse différemment les choses. Parce que s'il revient avec ce que nous avions vu au premier match, ça risque d'être compliqué. C'est même pas que ça risque. Nous ne gagnerons pas, on va nous gagner. Je crois que, comme nous avons dit, effectivement, moi j'ai dit sur certains plateaux que ce qu'il nous a montré là, en prenant des défenseurs centraux pour mettre à latéral, en prenant des attaquants à l'aile pour mettre avant-centre et qui n'ont... C'était les Bolonganjanga. J'ai dit, c'était quand même bizarre. Et au lieu d'avoir une équipe de lions indomptables, on a eu des écureuils. On a eu des chatons. Des chatons. Donc, des chatons domptables en plus. Parce qu'un chaton peut mal... Il y a des chatons qui attrapent les souris. Ce que nous avons vu là, nos chatons n'ont même pas pu, n'ont pas été à mesure d'attraper même les cancrelats. Je voudrais dire que, qu'il faut que Rigaud vraiment dise
applique ce qu'il a dit justement à la conférence d'hier, c'est-à-dire mettre chaque joueur à sa que place. chaque joueur soit à son poste. Si au moins chaque joueur peut jouer à son poste, on peut garder espoir. Mais en dehors de ça, je suis désolé, nous risquons vraiment de passer à côté du sujet. Pierre Blériot-Niemek, ce n'est pas une polémique, mais nous sommes obligés d'en parler. Le célèbre joueur sénégalais, déjà à la retraite, El Hadji Diouf, a failli sortir en disant que le Cameroun est resté dans ses victoires antérieures, on est resté dans le passé, et que les Lions indomptables ont considérablement régressé, et que le problème des Lions indomptables n'est pas au niveau des stades, mais c'est au niveau de la fédération. C'est ce que El Hadji Diouf a dit. Et du coup, beaucoup estiment que, de quoi je me mêle? El Hadji Diouf est un Sénégalais. Pourquoi il vient parler de nos choses? Parfait, ici, il n'y a pas un pays qui parle des choses des autres pays comme le Cameroun. Dans toutes nos télés, nous avons des émissions chargées de parler des autres pays. Mais nous n'aimons pas qu'on parle de nos affaires. Non, on va parler de nos affaires. Et puis, objectivement, vous parliez d'espoir. L'espoir, oui, il faut étudier cette notion. L'espoir est permis à tout le monde. Mais le courage, c'est ce qui nous reste quand l'espoir est perdu. Nous devrons aujourd'hui, ce soir, être courageux. Ce que El Hadji a dit est vrai. Le football camerounais a beaucoup régressé à tous les niveaux. Ne pas l'admettre, c'est de la mauvaise foi. Nous avons beaucoup régressé. Donc maintenant, on compte sur la chance. Avant, on savait qui fait quoi. Et sur la prière. Non, voilà, il y a même déjà la prière. J'ai vu des pasteurs des nouvelles églises chargés de prier ce soir. Non, arrêtez ça. Dieu n'a pas de nationalité. Merci. Moi, je suis Camerounais, je souhaite qu'on gagne. Mais objectivement, le Sénégal est au-dessus du Cameroun comme équipe de football. Merci, Bernardo Basson. Ce soir, les Lions vont donc, nous l'avons dit, rencontrer les Lions de la Teranga, un duel des Lions, même s'il faut reconnaître, Bernardo, en enlevant un peu les émotions, que cette CAN est en train de nous réserver les surprises. Qui l'eût cru hier? Les éléphants de la Côte d'Ivoire ont mordu la poussière face au Nigeria. 1-0 à Abidjan. C'est un deuil en Côte d'Ivoire. Pays organisateur. Comme Diouf n'aime pas l'histoire, le Nigeria est la sélection qui a disputé le plus de demi-finales dans l'histoire de la CAN. Le Nigeria a 8 médailles de bronze gagnées dans l'histoire de la CAN, bronze en 3e place. Le pays qui le suit a 3 médailles de bronze. Vous voyez, donc le Nigeria est un pays habitué à la CAN et actuellement le Nigeria a une très belle génération, emmenée par le lando africain actuel Osimhen. Pour revenir au cas du Cameroun et du Sénégal, notre football a régressé parce que si on a fait quart de finale en 90, on devrait faire demi un peu plus tard, puisqu'on est censé progresser avec le temps. Mais depuis 90, on est toujours dans l'histoire, ce que Diouf n'est pas complètement faux. Même si des 3 derniers vainqueurs de la CAN, on compte le Cameroun. Parce que c'est Sénégal, dernièrement, avant le Sénégal, Algérie, avant c'est le Cameroun. Parlons beaucoup plus de la rencontre de ce soir. Les Lions peuvent battre la sélection sénégalaise. Parfait, ici. Au regard de ce que nous avons en ce moment. Si on se fonde sur ce qu'on a vu au cours du premier match, non. Oui. Mais sur la valeur intrinsèque des footballeurs camerounais, oui. Nous jouons quand même dans des clubs relativement importants, moins importants que ceux du Sénégal, c'est vrai. Avec le courage, l'effort, on est en sport. Sur un match, on peut performer. Vous voyez, et on peut être meilleur. Ce soir, moi, je verrai mon match à OKLM, Nouvelle Autonisport, avec des voisines brunes. Incroyable. Ça, tu parles ma chose. Les voisines brunes. Pourquoi, Bala? Pourquoi tu parles ma chose? Ce sont ces voisines brunes-là qui peuvent vous donner facilement l'AVC quand on va rater un but. Alors, je vais leur faire le bouche à bouche quand elles vont... Patrick Bala, vous qui êtes le patron des sports sur Info TV, il ne nous reste qu'à demander aux Camerounais de supporter leur équipe nationale ce soir. Oui, il faut supporter. D'autant plus que je suis rassuré d'une chose, c'est que Rigobert a quand même quitté les amphis de philosophie pour être relativement... Non, là il est devenu d'abord croyant avant de devenir coach. Parce qu'il nous a quand même fait comprendre que Dieu va nous aider à marquer des buts ce soir. Donc, on est rassuré de ce discours de Rigobert Song. Donc, on ne peut qu'invoquer le Saint-Esprit et le Seigneur pour que justement, il éclaire d'abord Rigobert Song à ce qu'il puisse mettre des joueurs à leur poste, qu'on ne nous mette plus Carlo Toko et Kambi en attaque et Magri sur le côté droit.
sans oublier Jean-Charles Castelletto, qui mettent les joueurs à leur poste et qui évitent de se prendre pour Pep Guardiola. Parce que j'ai l'impression que dans la tête de Rigobert, c'est expérimenter les nouveaux schémas de football. Oui, c'est Guardiola qui fait ce que Rigobert est en train de faire là. Sauf que Guardiola réfléchit sur son schéma tactique. Il sait exactement ce qu'il veut faire. Rigobert, il arrête le hasard. Oui, qu'il arrête de regarder la télé et de voir Guardiola et croire qu'il peut expérimenter. C'est un travail de longue haleine. Et ça demande des années de travail. Donc, je suis confiant. Et j'ai espoir que si on se fie aux statistiques, le Cameroun va battre le Sénégal ce soir. Et si chaque joueur joue à son poste, il est fort possible que le Sénégal soit désillusionné. Et moi, j'ai déjà mon maillot des Lions. Mon maillot des Lions. Je ne suis pas comme certains qui ne supportent pas les Lions indomptables. Il est d'ailleurs estampillé perfecto. Tu n'es pas le seul. Je suis le 12e joueur. Voilà. Il y a aussi Pierre Blériot, qui a également son maillot. Moi, j'ai ma casquette. Voilà. Donc, moi, j'ai ma casquette des Lions indomptables. Moi, je regarderai le match ce soir du côté de ma ville natale, Mbankomo. Nous avons le village de la Cannes en Mbankomo, chez Serge Mbakop. Donc, très bel espace, grand espace en Mbankomo. Allez regarder le match de ce côté et vous ne serez pas déçus. Je suis d'accord avec tout ce que les uns et les autres ont dit. Si Rigobert fait véritablement du coaching ce soir en mettant chaque joueur à son poste, il est fort possible que le Sénégal soit désillusionné. Lorsque nous avons dit cela, on vous donne rendez-vous ce dimanche à partir de 11h30 pour le grand débat de la semaine, libre expression. Mais en attendant, bonne chance à nos Lions indomptables qui affrontent les Lions de la Teranga ce soir du côté de Yamoussoukro à partir de 18h. Excellent week-end. Mais en attendant, avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?